Tu charries Denis Villeneuve ? De faire une suite à Blade Runner ? De faire une suite à un film qui est tellement ancré dans l'inconscient collectif, qui marque une borne, un marqueur de l'histoire de la science-fiction au cinéma ? Tu pensais pouvoir exister à côté d'un monument pareil ? Ou tout du moins faire un film potable ? Denis Villeneuve, un cinéaste encensé par toute la presse, quel que soit le film qu'il fait, eh ben on va vous dire tout de suite ce qu'on en a pensé. Bonjour et bienvenue dans les Cousins font leur cinéma, et aujourd'hui on va vous parler de Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve, scénarisé par Anton Fuqua et Michael Green, avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Robin Wright et Sylvia Hoeks. Alors Blade Runner 2049 avait été annoncé à l'époque justement par Hollywood. Moi je l'avais pris un peu comme une espèce de suite opportuniste, de surfer encore sur les licences des années 80. Et pour vous dire quoi, j'étais absolument pas fan du projet, même toi on était vraiment pas... Ouais. On se disait quoi, mais faire une suite à Blade Runner, mais c'est juste impossible, enfin c'est pas possible. Donc moi j'y ai jamais cru. Villeneuve est arrivé sur le projet, j'y ai encore moins cru moi personnellement, parce que c'est vrai que c'est pas un cinéaste que j'aime beaucoup. J'ai aimé Prisoners, mais à part ça j'ai détesté tous ses films. Quand Villeneuve s'est mis sur le projet, je me suis dit bon, on va se retrouver à mon avis avec un film très chiant. Voilà. Bah moi j'étais un petit peu plus confiant que toi, surtout quand j'ai vu les premières images du trailer. Alors faut dire que le trailer était bien. Voilà, j'ai vraiment vu à travers les quelques images des trailers que, en tout cas, ça pouvait avoir de la gueule et que c'était pris très au sérieux et que c'était pas simplement, à mon avis, une suite opportuniste. Mais étant un gros fan, et toi aussi, du premier Blade Runner, on ne voyait pas comment, et on ne voyait pas surtout quel était l'intérêt de faire une suite à ce film qui avait déjà tout dit dans son histoire. Juste pour évoquer un petit peu l'emballement médiatique sur le film, quand même, faut le rappeler, toutes les critiques US qui sont tombées, je sais pas, à peu près il y a une semaine avant la sortie du film, étaient dithyrambiques. C'est un chef-d'œuvre, j'en ai même lu, c'est même mieux que l'original, etc., etc. Des trucs, mais totalement, pour moi, à mon sens, un peu démesurés. Et d'ailleurs, c'est ça qui est énervant aujourd'hui, c'est-à-dire que les premières critiques qui voient le film influencent énormément, je trouve, des fois, les critiques qui vont suivre. Et, notamment la presse française. Et notamment la presse française qui a vu le film après les Américains. Et ce qui m'a énervé, c'était des fois de lire dans le début, dans le titre des articles, est-ce que Blade Runner 2049 est véritablement le chef-d'œuvre annoncé ? Comme si, en fait, il fallait que ce soit un chef-d'œuvre. Voilà, exactement. Et je trouve que c'est vraiment... Je trouve ça biaisé, quoi, d'attaquer la critique comme ça. Et c'est vrai que c'est dur de se détacher de tout ce qu'on a pu entendre sur le film et de sortir de cette condition. L'histoire de Blade Runner 2049, on ne va pas vraiment vous la raconter parce que on risquerait d'entrer très vite dans les spoilers. La première partie de la vidéo, on ne va rien spoiler du tout, ne vous inquiétez pas. Et les spoilers commenceront à partir de ce timecode-là qui s'affichera ici. Et donc du coup, quand vous aurez vu le film, vous pourrez voir cette partie-là. Donc l'histoire de Blade Runner 2049, je vais simplement vous dire ça, c'est l'histoire d'un agent qui s'appelle K, joué par Ryan Gosling, qui mène une enquête. Voilà, c'est Au bout de 5 minutes de film, il y a déjà des révélations, il y a déjà des choses qui se passent. Il y a déjà des choses, oui c'est vrai d'ailleurs. Bah oui, donc je ne peux rien vous dire de plus, vous comprendrez quand vous aurez vu le film. Alors, à l'issue de la projection, il est évident que Blade Runner 2049 n'est pas du tout un film mainstream, c'est pas du tout un film commercial. Je suis d'ailleurs très sceptique quant au succès du film en salle, auprès du public. Moi j'ai un petit truc à dire par rapport à ça. On verra, mais je suis très sceptique parce que c'est un film qui dure 2h45, avec un rythme très lent, c'est long. Mais putain, qu'est-ce que j'ai aimé. Pareil, j'ai adoré le film, alors que je le condamnais d'avance, c'est vrai, mais franchement j'ai adoré. Je peux pas, finalement, faut être honnête, quand un film est bon, il est bon, c'est tout. C'est un chef-d'œuvre, oui, pour moi non, ou alors je sais pas, le temps peut-être nous le dira. Voilà, moi non plus. Peut-être le temps nous le dira, mais en tout cas, c'est un très bon film. Un très bon blockbuster, et franchement c'est sacrément couillu de la part de studios comme Sony, et en tout cas merci Sony, non mais franchement, on va remercier des exécutifs, c'est pas grave, mais écoute, merci Sony d'avoir laissé les scénaristes, Villeneuve et toute l'équipe faire le film un peu qu'ils avaient envie de faire. Franchement putain, waouh, c'est limite un miracle, c'est limite même choquant.
parce que ça ne répond à aucun cahier des charges actuel dans les films c'est un blockbuster, mais ça n'en est pas un. Ça n'en est pas vraiment un. C'est hallucinant de voir, parce que le film a quand même coûté, je crois, à peu près 150 millions de dollars. C'est-à-dire que pratiquement le même budget que Valérian, tu vois. Autre film de SF qui est sorti il y a peu de temps. D'ailleurs, voilà, suggestion, allez voir la vidéo sur Valérian. Vous pouvez aller voir notre critique de Valérian, elle est juste là. Donc moi, je reviens un petit peu sur l'aspect le mainstream dont tu parlais tout à l'heure et quant au succès du film. Alors, je suis un petit peu partagé sur cette question. Je me questionne encore d'ailleurs, parce que je trouve personnellement que le film est quand même un peu plus mainstream, un peu plus accessible que le premier. Je m'explique. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus d'humanité dans ce film que dans le premier, et il y a, je trouve, un peu moins d'introspection que dans le premier. Le premier, il faut quand même pas oublier, tu vas me dire si je me gourre, mais le premier, il faut quand même pas oublier que tout est dans le noir, tout est dans la nuit, tout est... Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est très dark, ça se pose énormément. Et il y a vachement d'introspection de personnages. Que là, on suit quand même plus son enquête. C'est vachement plus porté sur son enquête, et puis ça transpire l'humanité beaucoup plus que le premier, qui pour moi était beaucoup plus dépressif. Et je pense qu'en ce sens, oui, c'est pas mainstream parce que le film est très long, et qu'effectivement t'as pas un montage cut, et t'as pas beaucoup de scènes d'action, en ce sens oui, mais... dans le mainstream Blade Runner, rien, on va dire. Enfin, dans l'univers de Blade Runner, je trouve qu'il est un peu plus mainstream que l'original. Et c'est pour ça que je me pose la question... et bah peut-être que il peut cartonner ce film. Je sais pas. Moi je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, mais sur quoi? Sur l'aspect plus mainstream que le premier. Non, t'as pas trouvé? Non, j'ai pas forcément trouvé. Alors déjà parce que je trouve que le rythme est encore plus lent que le Blade Runner original, qui était déjà avec un rythme lent et contemplatif. Là, c'est même limite encore plus contemplatif. Ça prend le temps de poser son ambiance, de poser son atmosphère, et ça peut décontenancer, ça peut un public qui est pas averti, quoi. Clairement, un public qui ne serait pas fan de science-fiction, je veux dire, moi, ce film est pas loin d'être du Tarkovsky, quoi, par moment, quoi. Il y a des scènes comme ça. Pas très loin, c'est vraiment... Pas très loin, mais faut peut-être pas non plus exagérer. Oui, non, mais attention. C'est quand même plus accessible que du Tarkovsky. Oui, moi, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est que ce n'est pas un remake, ce n'est pas un copier-coller du premier film, aussi bien dans le design que même dans la photo. La photo de Roger Deakins. Roger Deakins, qui est un des meilleurs chefs opérateurs actuels. Il a travaillé sur les films des frères Cohen. Il avait donc précédemment travaillé avec Denis Villeneuve sur Prisoners et Sicario, pas Premier Contact. Et donc là, il livre peut-être la meilleure photo qu'on ait vue dans un film depuis, je sais pas, 3 ans, 5 ans, je sais pas, mais c'est juste somptueux de bout en bout, et ça diffère donc avec le premier film. On n'est pas dans une ambiance lumineuse aussi contrastée et en clair-obscur que dans le premier Blade Runner. Il y a des scènes très très éclairées. Il se permet carrément des plans de jour. Des plans de jour et tout, quoi. Enfin, des lumières immaculées de la ville de Los Angeles tentaculaire, jusqu'aux scènes qui se passent dans un Las Vegas complètement dévasté, poussiéreux, tout orange comme ça, on se croirait dans un western futuriste. Une des scènes d'ailleurs les plus somptueuses du film, quoi. C'est juste énorme. En termes d'image. Alors qu'il n'y a rien, mais. Mais tout repose sur l'image. C'est beaucoup filmé en courte focale, avec des plans très larges, qui vraiment impriment la rétine parce que sublime les décors, sublime la lumière, et surtout prend le temps de nous plonger, de nous immerger dans le film, et vraiment d'avoir une sensation presque hypnotisante, quoi, quand on voit le film, quoi. On est vraiment transporté. Quand je suis sorti de la salle, j'étais un peu on sait plus trop où on est, quoi. J'étais un peu dans l'espace, quoi. J'ai complètement cru à cet univers. Pour moi, j'ai voyagé, mais en 2049 là-bas à Los Angeles. J'ai mis du temps à me réadapter quand je suis sorti de la salle, quoi. Il a fallu que j'atterrisse, quoi. Et ça, on le doit évidemment donc à la production design, à la lumière, à la musique de Hans Zimmer. La musique de Hans Zimmer, donc évidemment, qui fait suite à la musique chef-d'œuvresque de Vangelis, alors qu'il ne l'égale pas, ça ne vaut pas la musique de Vangelis pour moi. C'est une bonne musique. Ouais, mais alors moi je trouve que c'est quand même la bonne idée du film, ça, Hans Zimmer, parce que moi aussi je m'attendais à le crucifier,
pourtant j'adore Hans Zimmer, je suis totalement fan et tout. Mais je me disais, passer après Vangelis, putain, c'est un peu dur et tout. Et en fait, la super bonne idée, c'est que il y a un mélange, effectivement, il y a la reprise des thèmes de la musique de Vangelis, mais en même temps avec une espèce de patte Hans Zimmer, mais qui se fait discret et qui est imposante des fois. Et tu sais, les phases avec le son, tu sais, quand par exemple, t'as les scènes du désert, t'entends, ou même dès le début du film, hein. Bam, c'est assez assourdissant, attention, dans la salle où... mais alors, moi, tu vois, j'ai lu beaucoup de critiques qui disaient, justement, la musique, elle est tonitruante, elle est assourdissante, elle est imposante. À certains moments, quand même, hein. Mais moi, j'ai adoré, mais... Oui, mais à certains moments. Mais moi, en rentrant dans la salle, je pensais que ça allait être, pendant 2h30, de la musique assourdissante et pompière de Hans Zimmer, et en fait, pas du tout, quoi. Hein. Il y a vraiment des moments de silence. Il y a des moments de silence absolu. Ça, c'est pas vrai, quoi. Hein. Ce que je peux reprocher, à la limite, mais alors c'est très paradoxal, et c'est très bizarre et j'arrive pas à l'expliquer, c'est que le film pour moi est long pour ce que ça raconte, c'est-à-dire que le film dure à peu près 2h45, c'est long, effectivement, mais j'ai pas trouvé le temps long. Oui, non mais voilà, alors exactement pareil que toi. C'est inexplicable. Et c'est-à-dire que oui... Bon, le film aurait pu tenir en 2 heures. Ouais, limite. Je pense, à mon avis. Il y a au moins un quart d'heure, 20 minutes qui aurait pu sauter. Voilà. Et je suis d'accord. Mais on s'est pas ennuyé une seconde. C'est là où c'est énorme. Mais je pense que parce qu'on était tout simplement tellement plongé dans l'univers et on était attaché à ce qui se passait au personnage. Voilà, Ryan Gosling. Et je dirais que le rôle correspond complètement à l'acteur. On en discutera après. Ce qui m'a vraiment plu aussi dans ce film, c'est que donc, comme on a dit, c'est pas un remake, c'est pas un copier-coller du premier Blade Runner. Et même dans son scénario, dans son histoire, il y a une enquête, mais ce n'est pas la même nature d'enquête. C'est vraiment très différent. C'est du coup une quête. Ce qu'il y a de très très bon dans ce film, c'est qu'il prolonge les thématiques amorcées dans le tout premier Blade Runner, il les prolonge et il va plus loin. Il creuse cette thématique sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut avoir une âme ? Ça va encore plus loin. C'est pour ça que moi j'ai trouvé que c'était passionnant aussi bien sur la forme que sur le fond. Les effets spéciaux sont hyper impressionnants dans le sens où tout paraît réel, tout paraît tangible dans ce film, quoi. Il n'y a aucun moment où on sent les CGI, quoi. Et pourtant, il y a de l'utilisation de CGI. Mais tout paraît hyper tangible. Il n'y a pas de... Si tu veux, il n'y a pas de plan... Enfin, la mise en scène de Villeneuve arrive vraiment à nous faire adhérer et à nous faire croire à cet univers parce qu'il n'y a pas de... Comment te dire, de ce que j'appellerais des plans putassiers, tu vois, d'effets spéciaux. Il n'y a pas de mouvement de caméra improbable. C'est vraiment une mise en scène très posée, très atmosphérique, qui prend le temps de nous immerger. Alors c'est soit ça passe, soit ça casse, soit tu te fais chier, soit tu rentres dedans, mais au moins tout paraît super crédible. C'est vraiment impressionnant visuellement. Pour moi, c'est un Oscar assuré pour Roger Deakins, le chef opérateur. Si lui n'a pas l'Oscar, je ne sais, mais je me demande quel film pourrait l'avoir. Très sincèrement, ceux qui aiment Blade Runner, allez-y, courez-y, vous allez adorer. Par contre, ceux qui n'aiment pas, ceux qui n'ont pas aimé le premier, ça ne sert absolument à rien. Vous allez vous emmerder. Vous allez vous ennuyer, ferme. Voilà, donc maintenant on va attaquer la critique sous l'angle du spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vous en supplie, arrêtez tout de suite cette vidéo et vous reviendrez plus tard quand vous l'aurez vu parce que sinon ça va vous gâcher toute l'expérience et ça serait vraiment vraiment dommage. Pour les autres, on y va, c'est parti, 3, 2, 1... Spoiler, Ryan Gosling est un répliquant. Voilà, voilà, paf. Non mais oui, alors ça c'est un des gros trucs du film, dès le début ça commence, au bout de 5 minutes... Alors on est là, on se dit, mais alors c'est pas possible. Ah oui, et tu vois, ça fait partie pour moi de l'immersion du film. C'est que l'intelligence du scénariste et de la mise en scène fait que, tout de suite, hop, il te happe dans son histoire en te disant en gros, c'est un répliquant, et voilà, et c'est parti. Ah, ça, j'ai trouvé ça génial, parce que, voilà, tu te dis, ah d'accord, donc en fait, le film va raconter l'histoire d'un répliquant. Voilà. On va devoir s'attacher à un répliquant, mais comment on va faire ? Moi, il y a 2-3 scènes comme ça que j'ai adoré, évidemment, parce que, dans le film, Ryan Gosling, et c'est pas... Alors, c'est pas un répliquant comme Rachel qu'il a chez lui, c'est un hologramme. Alors ça, c'est une idée fantastique. C'est en fait, Sadana, c'est un hologramme qui fait tout ce qu'il a envie qu'il fasse. Ouais. Ils échangent, ils parlent. C'est une sorte d'intelligence artificielle qui s'enrichit, c'est ça que je voulais dire, comme Siri, au contact de son propriétaire, on va dire. Quoi. Et là où le film, et pour moi, c'est peut-être même sa plus grande réussite, c'est qu'il arrive à nous faire presque adhérer à une love story, à une histoire d'amour entre un répliquant, entre un androïde, et un hologramme.
Il y avait déjà eu cette thématique-là abordée dans le film de Spike Jonze, Her. Oui, il y avait avec cette histoire d'amour entre... Mais sauf que là, ça va un petit peu plus loin, c'est pas un être humain avec une intelligence artificielle, c'est un androïde avec une intelligence artificielle. Ouais. Et ça renvoie énormément, je trouve, au livre de Philippe K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. On est complètement là-dedans. On est là-dedans, en fait. On est complètement là-dedans. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un écho à la thématique qu'avait instauré Philippe K. Dick dans son livre, quoi. C'est-à-dire que, waouh, quoi, c'est vertigineux, quoi. Ce qui est génial aussi dans le film, ce qu'on n'a peut-être pas dit en première partie, mais c'est que tous les personnages, quasiment tous, enfin je sais pas, ils sont tous bien développés. Hein. Je veux dire, même l'androïde en question, enfin l'hologramme en question, ouais. il est développé, il a son arc narratif, ils ont tous leur truc. Et ça, c'est vraiment génial. On aurait pu dire, ouais, mais tu vois, l'hologramme, c'était sympa l'idée, mais pas exploité. Et bah si, c'est exploité jusqu'au bout. C'est exploité à travers une scène qui est juste fabuleuse, qui est une scène une scène d'amour. Ouais. C'est génial. Une scène d'amour à 3. Où là, tu as c'est d'une poésie, c'est d'une intelligence, c'est d'une beauté. En fait, c'est l'hologramme. En fait, c'est l'hologramme qui se sert d'un corps physique pour pouvoir faire l'amour avec Ryan Gosling, quoi. Et il y a donc une connexion qui doit se faire, et c'est énormissime, quoi. C'est l'idée est géniale, et la scène, la façon dont elle est tournée, je dirais qu'elle est assez subversive, mais en même temps belle. Enfin, c'est vraiment, ça donne une impression d'abouti total, quoi. Quant à la bad guy du film dont on va parler, écrase l'appareil qui donne vie à l'hologramme, on est dégoûté. Alors que c'est juste un appareil écrasé, quoi. Et on est là, on se dit, mais non. Et alors, c'est incroyable, parce que c'est l'amour de sa vie et tout. Et t'es là, tu fais, oh non, putain, c'est pas possible. Oui. Tout est effacé. Enfin, toute son histoire avec elle est effacée. Et moi, je dis qu'il y a beaucoup plus d'humanité que le film veut bien laisser transparaître. Déjà, de par le parcours, de par l'arc narratif de Ryan Gosling, que j'ai trouvé hyper intéressant, vraiment de bout en bout, parce qu'il passe par toutes les phases émotionnelles. C'est quand même l'histoire d'un androïde qui apprend qu'il est peut-être un être humain, qu'il est peut-être né d'une femme, et qui finalement, c'est horrible. C'est horrible, et qui finalement, non, il est vraiment un androïde, il est vraiment un répliquant. Ça rend le personnage hyper touchant. C'est pour ça même d'ailleurs qu'à la fin, il laisse vivre Deckard et lui permet de retrouver sa fille. Parce que je pense qu'à travers ce court laps de temps où il a expérimenté ce que c'est que d'être un être humain, eh bien, ça lui donne une âme. De par l'illusion d'avoir cru qu'il était un être humain, il a peut-être touché du doigt ce que c'est que d'avoir une conscience et d'avoir une âme. Alors Ryan Gosling, qui est souvent taxé d'acteur un petit peu, comment te dire, un peu inexpressif, quoi, un peu monofacial, etc. Eh ben là, j'ai envie de te dire, il trouve un rôle complètement cousu sur mesure pour lui, parce que tout simplement, il joue le rôle d'un androïde. Mais je dois dire que oui, mais alors le comble, c'est que c'est dans ce film-là qui donne le plus d'expressions, en fait, différentes, parce que quand par exemple il sait, mais c'est là où c'est fou. Mais moi je l'aime bien, Ryan. Non, mais moi aussi, mais là j'ai trouvé, là il m'a touché. Parce que, justement, alors ok, il est monolithique et ça, mais des fois, il sort justement de cet aspect-là, par exemple quand il s'énerve, quand il découvre, tu sais, le cheval en bois, quand il découvre le cheval en bois, t'as la musique qui monte, et lui... il fait passer énormément d'émotions. Passer énormément de choses, attention. Sans parler, juste avec un regard. Non, mais c'est pour ça, il est très fort quand même. Hein. Là, moi, dans ce rôle, pour moi, c'est le plus convaincant. Il y a aussi, évidemment, la partie Harrison Ford, Deckard, qu'on retrouve. Moi, j'avais très peur de l'aspect... caméo, quoi, parce que on remet Harrison Ford, etc. Et alors c'est génial. Non seulement c'est pas un caméo, mais en plus on prolonge l'histoire de Deckard qu'on avait laissé finalement dans le premier. Donc son histoire à lui, son histoire avec Rachel, même qu'on va retrouver dans une scène archi mémorable où on lui remet Rachel devant les yeux, et donc toi en tant que spectateur t'es là et tu vois Rachel comme si elle était jouée par Sean Young. Bon, alors ça, c'est leur habitude maintenant à Hollywood, c'est-à-dire qu'ils aiment bien ressusciter, enfin pas ressusciter, mais rajeunir en fait des personnages mythiques à travers des acteurs et tout. Et alors là, c'est archi bluffant, quoi. C'est-à-dire que quand tu la vois arriver,
tu dis mais c'est elle quoi. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Là on a atteint un level. Ils avaient déjà amorcé cette technologie avec Michael Douglas dans Ant-Man, Kurt Russell dans Les Gardiens de la Galaxie, mais là je trouve qu'on a atteint encore un petit stade. C'est limite, t'es limite pas à l'aise quoi. Enfin genre c'est bizarre quoi. J'ai envie de te dire que c'est une espèce de mise en abîme de voir cette scène-là. Non, une mise en abîme du propos du film, de la thématique du film, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut recréer artificiellement des êtres. Non mais c'est ça. C'est exactement ça. Et est-ce que ça peut fonctionner? Et oui, et c'est ça qui fait peur, c'est ça qui fout le vertige quoi finalement. T'es en pleine science-fiction quoi. Et c'est là où c'est vraiment énorme. C'est ça que voilà, exactement, en pleine science-fiction, aussi bien sur le fond que sur la forme. Voilà, c'est ce que j'ai vraiment aimé dans ce film, c'est que il y a tout l'aspect polar, noir qu'on retrouvait dans le tout premier Blade Runner, mais comme je disais, l'enquête de Ryan Gosling n'est pas du tout de la même nature. C'est-à-dire que là, on est dans une enquête d'une quête d'identité en fait. Tu vois, c'est ça. Totalement ça. C'est vraiment une enquête d'une quête. Ça fait beaucoup de quéquettes. Donc sur toute la partie Deckard, bon moi évidemment nous on a adoré toute cette partie-là, l'approche en fait. Quand est-ce qu'on va voir Deckard à un moment donné, et il apparaît très tard dans le film. Quand Deckard arrive, bon bah c'est excellent, c'est vraiment un prolongement de l'histoire quand on avait quitté dans le premier. Il y a toute une scène, donc ça se passe dans un casino désertique où Deckard erre complètement à l'abandon. Enfin voilà, il s'est complètement mis en ermite avec ses bouteilles d'alcool et tout ça. Donc ça, c'est en plus respecter bien le personnage instauré dans le premier, et notamment avec une scène de baston, mais alors viscérale au possible, dans une salle du casino où t'as des hologrammes de Elvis, de Marilyn, avec le son qui s'arrête, tu sais. Oui, mais c'est qui s'arrête, qui reprend. Mais mortel, mais c'est-à-dire. Ça c'est génial, parce que là t'es vraiment dans la scène. T'as vraiment l'impression d'être avec eux. C'est génial quoi. Et moi je m'attendais justement quand la scène est arrivée, je me suis dit bon alors là on va se taper du Elvis en fond pendant qu'il. Mais en fait pas du tout. Et on se le tape. Et il y a des trucs qui marchent pas et ça plante. J'ai trouvé ça mortel. Et alors, juste sur les bastons, il y a très peu de bastons, hein. Mais quand il y en a, elles sont totalement respectueuses de ce qu'avait mis Ridley Scott en place dans le premier, quoi. C'est-à-dire des bastons, mais viscérales. Pas je te mets un coup de poing et je t'envoie valdinguer à 4 mètres plus haut, à 4 mètres là-bas, et machin, et je te fais du kung-fu et tout. Non. Là, on est vraiment, comme dans le premier, des coups de poing. Les mecs se les prennent, tombent à terre et machin. C'est combat rapproché, tu sais. Tout est en combat rapproché comme dans le premier, quoi. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans le film, c'est évidemment les effets de miroir avec le tout premier Blade Runner. Et notamment, tu sais, il y a une scène où tu as à un moment donné Ryan Gosling qui explore la ville désertique de Las Vegas avec un drone. Et ça rappelle énormément la scène où tu avais Descartes qui analysait une photo et zoomait dans la photo, se déplaçait comme ça, faisait son analyse. Et là, c'est exactement pareil, sauf que c'est sur une ville gigantesque. Voilà, c'est sur ce Las Vegas dévasté et poussiéreux. J'ai vraiment aimé le parallèle que ça faisait avec le premier film, mais sans le singer, sans le copier. Tu vois, et d'ailleurs c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé dans l'approche de Denis Villeneuve sur ce film, c'est qu'il n'a pas essayé de refaire si tu veux les mêmes scènes qu'il y avait dans Blade Runner mais avec un nouveau lifting, tu vois, chose qui aurait pu être attendue, chose que moi je craignais, mais chose qu'on pouvait craindre parce qu'on se dit il va reprendre les fameux plans de la ville de Los Angeles, pareil, le même style. Alors il y a des plans de Los Angeles, mais on est dans une lumière assez différente, je trouve. On n'est pas dans un remake, quoi. On n'est pas dans un il prend c'est comme je te dis, toutes ces séquences qui se passent dans ce Las Vegas poussiéreux. Ça n'existait pas dans Blade Runner. Ça, c'est vraiment des idées originales qui enrichissent encore plus l'univers de Blade Runner. En respectant l'œuvre originale. Et tout en respectant l'œuvre originale. Il ne dénigre pas du tout l'œuvre originale. Au contraire, il lui rend un hommage vibrant. Et d'ailleurs, la toute dernière scène du film rend un hommage extraordinaire à la fin de Blade Runner, parce que donc on retrouve l'agent Kay qui est allongé, tu sais, sur les marches comme ça avec la neige qui tombe, et on réentend cette fameuse musique de Vangelis qui réutilise à ce moment-là et qui est un bonheur absolu, qui fait évidemment écho à la fin du premier Blade Runner avec la fameuse scène culte du monologue de Rutger Hauer qui balance sa fameuse réplique voilà, tous ces moments se perdront dans l'oubli comme les larmes dans la pluie. D'ailleurs c'est marrant parce que cette réplique je la trouve encore plus forte en français qu'en anglais parce qu'il y a une rime. On a vraiment un parallèle avec cette scène parce que donc là ce n'est pas la pluie mais c'est la neige qui fond dans la main de Ryan Gosling et qui disparaît. Et comme la pluie qui disparaît dans les larmes à la fin du premier Blade Runner. Et donc j'ai trouvé que c'était une belle rime
un beau moment poétique et un bel hommage au tout premier Blade Runner, ce qui rendait le film, la fin du film encore plus émouvante et encore plus touchante, quoi. On sort avec beaucoup de questionnements. Ce que moi j'ai aimé dans le film, c'est qu'il n'y a pas... Tu vois, par exemple, ce qu'il avait fait dans Premier Contact, ce que moi j'ai détesté, c'est ce côté, je vous vends un discours et vous adhérez parce que... Et je vous la scène et machin. Et ça, en général, ça me gonfle un peu. Voilà, ça, j'aime pas du tout. Et alors là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questionnements, mais on ne répond pas vraiment aux questions. Enfin, pas des questionnements sur l'histoire, parce que l'histoire... Oui, l'histoire est résolue. L'histoire est résolue, elle est ce qu'elle est, il n'y a aucun problème. Mais c'est vraiment, on sort avec beaucoup de questions. Bien sûr. Sur la quête de soi, quête d'identité. Même Deckard, elle lui dit, mais je suis quoi pour toi ? C'est vraiment un film qui propose voilà, les mêmes réflexions philosophiques qu'avait abordé le tout premier, mais... avec un truc en plus, quoi, en les enrichissant, en creusant encore un peu plus loin, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passerait si les androïdes pouvaient se reproduire ? Et donc, il y a évidemment des allégories, il y a une allégorie biblique pendant tout le film, parce que on est vraiment à la recherche d'une personne qui serait née d'un miracle, tout comme le Messie, etc. Allégorie biblique qui se marie très bien avec ce questionnement métaphysique. Est-ce qu'il est possible, en partant de la mécanique, d'arriver à quelque chose d'organique. Et d'avoir une âme humaine. Comme disait Hitchcock, comme dans tout bon film, il faut un bon méchant. Et c'est vrai que là, franchement, le méchant, il est super réussi. On va dire la méchante, puisque c'est une réplicante, en tout cas qui a l'allure d'une femme. À la solde de Jared Leto. Donc la Wallace Corporation qui a remplacé la Tyrell Corporation. Elle est hyper menaçante. On retrouve même à travers une scène, la scène où Robin Wright, elle se fait défoncer par elle. Là, j'ai trouvé qu'on retrouvait l'ambiance polar, années 40, mais en mode futur. C'est-à-dire que t'as carrément la scène donc où la réplicante la bute, quoi. D'un seul coup, on sort de l'immeuble. L'immeuble est filmé de l'extérieur et tu vois, le meurtre de l'extérieur, comme dans les anciens films. Sans entendre. Et comme un peu en mode style années 40 et tout. Et j'ai trouvé ça mortel parce que ça respecte une fois de plus ce que Ridley Scott avait mis en place, à savoir le côté film noir, années 40, mais futuriste. Alors, comment ce film a été reçu par la presse, par les spectateurs ? Commençons d'abord par IMDb. Eh bien, il a pour l'instant une moyenne de 8,6. Oh putain. Donc, c'est une très bonne note. Oui, mais bon, ça c'est le début. Mais attends, le film est sorti aux États-Unis ? Non, il est même pas sorti encore aux États-Unis, donc c'est pour ça. Au début, les notes sont toujours très hautes et après ça baisse un peu. Donc moi, je pense que le film va un petit peu baisser parce que, comme je te disais, je suis un petit peu sceptique quant à la réception spectateur du film. Et sur Allociné, en moyenne presse, le film il a 3,8. Donc c'est une bonne. Ouais, voilà, ce qui est bien, mais finalement, je me serais peut-être attendu à plus, quoi. Voilà, c'est pas aussi dithyrambique que la presse US, parce que d'ailleurs, la presse US, sur Rotten Tomatoes, donc la presse américaine anglo-saxonne, le film récolte une moyenne de 94% d'avis favorables, donc c'est un emballement critique pour Blade Runner 2049, qui est donc évidemment la suite d'un film qui pour moi est un film culte, est un film qui fait partie de mon top 10 des meilleurs films que j'ai vus de toute ma vie. J'en attendais pas grand-chose et j'étais un petit peu réticent à l'idée de mettre en branle ce projet, et je dois dire que j'ai été passionné de bout en bout. C'est un grand film, métaphysique, de questionnement hyper intéressant de bout en bout, passionnant aussi bien sur la forme que sur le fond. C'est pour ça que moi, Blade Runner, je lui mets un 4,5. Bon, on aura la même note parce que on aura la même note. Moi aussi, je vais pas dire 4 parce que je pense que quand je le reverrai en Blu-ray et tout, je vais lui réaugmenter la note et je lui mettrai 4,5. Donc autant le noter tout de suite. Je pense 4,5, ça ne baissera pas. Pour moi, le Blade Runner de 82 reste quand même au-dessus. Oui. Ça reste au-dessus. Okay. C'est pour l'instant, ce Blade Runner 2049 n'est pas un masterpiece, c'est pas un chef-d'œuvre. Non, mais c'est un très bon film de SF. Recommandation. Alors recommandation, autant rester tout de suite dans Blade Runner avec ce coffret DVD qui était sorti il y a peut-être une dizaine d'années de ça, qui était sorti donc en DVD, Blu-ray, etc. Donc en Blu-ray, il y avait la Final Cut, la Director's Cut et tout ça de Ridley Scott. Et dans ce coffret, pourquoi on en parle ? Parce qu'il y a donc cette fameuse Final Cut, mais il y a aussi les versions de 82 avec la voix off tout au long du truc d'Harrison Ford, donc de Deckard, et avec la fin qui se termine bien et tout ça. Moi, j'avoue que je préfère toujours cette petite version parce que, voilà, j'aime bien la voix off, j'aime bien l'ambiance et tout ça, même si ça enlève un peu, c'est vrai, d'immersion et tout ça. Mais moi, j'avoue que j'adore. Mais surtout, il y a aussi un autre truc. C'est le making-of
qui dure 2h30, je crois. Exactement. 2h30 de making-of sur toute la création de Blade Runner. Franchement, rien que pour ça, mais il faut l'acheter. Il faut l'acheter parce que c'est pas du tout les making-of promotionnels qu'on voit d'habitude. Ouais, c'était super mon travail avec ce réal, machin, nanana, et on se fait des accolades et tout ça. Non, Ouais, là c'est les galères de tournage, comment ça s'est fait, les machins, les mésententes. C'est génialissime ce documentaire de 2h30 qui ressemble un peu au documentaire qu'on peut voir sur les Blu-ray d'Alien. Blade Runner, coffret, DVD. N'hésitez pas à venir ici à la première séance magasin dont l'adresse va s'afficher en bas de l'écran. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, à commenter surtout. N'hésitez pas à continuer de nous soutenir. Ça nous fait super plaisir. On a plein d'abonnés. On remercie tous nos abonnés qui se sont abonnés comme ça là. Et puis alors on prend tous ceux qui nous aiment pas et tout ça. C'est génial. On adore. Et continuez. Et comme ça nous on perdure, on existe et c'est super la vie. C'est magnifique. Voilà, donc en tout cas vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter et sur Sens Critique. Rendez-vous sûrement la semaine prochaine pour une autre critique. Et d'ici là, allez, au revoir.